Conclusion hâtive de la première semaine. Yes, conférence Est. Cool. Oui. Trop bien. Et ça joue bien à l'Est cette année. Qu'est-ce que ça joue bien. Ah là là. Je pense que le gap, il est... Entre l'Est et l'Ouest, je pense qu'il est... le gap, il est... Regardez-moi bien, il est comme ça, le gap. Une braguette. 3 fois rien. Vous connaissez, c'est le grand classique. Chaque début de saison, on se fait l'apéro spécial conclusion hâtive. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à le préciser. Tous les gens qui se sont ramenés ce lundi et qui espéraient déjeuner avec leur petit épisode habituel du lundi, vous le savez. Désolé. Mais ça se reproduira plus. On peut déjà vous le dire, rendez-vous lundi prochain. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Moi j'ai envie de dire autre chose, mais je vais non, mais tu vas rien dire du tout, frère. Tu vas rien dire du tout. Rendez-vous lundi prochain sur YouTube, vous inquiétez pas, le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Mais donc, chaque année, on se fait les petites conclusions hâtives. On aime bien ça. Au bout d'une semaine de compétition, ça y va dans tous les sens. Exactement, puis ce qui est bien, c'est que ça permet souvent de faire du conclusion hâtive mélangé à de l'analyse fine, et ça, c'est un point combo tactico-technique. Ouais, ça, c'est un combo en général qui pardonne pas, quoi. C'est ça, ça parle à absolument tout le monde. Donc, si vous avez des potes qui ont des conclusions hâtives sur la NBA, sachez qu'ils ont peut-être raison. Voilà, sachez que les conclusions hâtives, c'est le fruit de nos réflexions, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi, des fois, où on voit aussi là de vrais experts sans H, qui viennent envoyer du sérieux, en ce moment, du lourd. Ah là, il y a de l'expert sans H. Que tous les matins. Parce que nous, on est que des petits experts avec un H, quoi. Mais attention. Ouais, complètement. Ouais. On est juste des types comme vous, juste qu'on est sur des poufs le lundi, quoi. C'est ça. Et donc, on les a déjà fait l'année dernière. Vous vous en souvenez, ceux qui avaient vu ça, on s'était bien marré. On avait fait la conférence Est puis l'Ouest avec un système tout simple. On se fait un petit ping-pong avec Alex. On vous invite évidemment à en balancer dans les commentaires parce que, comme Alex vient de le dire, il y a du génie et de l'expert avec du H majuscule dans la commune. Dont nous faisons partie. Exactement, dont on fait partie. Et donc, à chaque conclusion hâtive, on va essayer de mettre un peu une note de proba. Ouais, on va essayer d'en parler déjà, d'analyser tout ça bien finement. Bien sûr, très très finement, avec un peigne très fin. Voilà, et puis oui, bien sûr, on va mettre la petite note, c'est la petite note qui permet de savoir si ça marche. C'est de 1 à 5. Ouais. On essaie de voir si c'est 1, on n'y croit pas du tout. 5 sur 5, par contre, on y croit. Ouais, c'est de la conclusion on se dit ça, mais c'est ferme. Voilà, non, mais je veux dire, si on met 5-5, ça veut dire c'est sûr, ça va tenir. Ça va tenir. Ça va tenir, ça va se prolonger sur le reste de la saison NBA. Installez-vous peinard, on fait donc la conférence Est, et pour ceux qui ont un petit peu du mal à brancher leur cerveau en début de semaine, il y aura aussi une vidéo sur la conférence Ouest. Voilà, c'est ça, exactement. Alex, je te tends la perche. Ouvre-moi ce bal 2019-2020. Qu'est-ce que j'ai de bien ? J'ai, en conclusion hâtive, là, au bout de 7 jours, ça fait 7 nuits de NBA. Là. Oui. Indiana n'ira jamais en play-off. Conclusion hâtive. C'est mal parti. C'est vrai. C'est même... T'es à 0-3. Ouais, c'est même... C'est quasi la pire équipe de la conférence Est sur ce début de saison ou pas ? Ils ont joué Détroit 2 fois. Ils ont perdu à Cleveland. Ils ont une défense abominable. Ah, c'est marrant, j'aurais plutôt dit l'attaque d'abord, moi, tu vois. L'attaque aussi. La défense, lors du dernier match contre les Pistons, par exemple, je l'ai pas trouvé si mauvaise. Ouais, mais les Cavs, c'était quelque chose. Ouais, les Cavs, c'était pas beau. Mais contre les Pistons, j'ai trouvé que ça allait un peu mieux défensivement. Par contre, offensivement... TJ Warren, lors du dernier match contre les Pistons, c'était un peu mieux. C'est Brogdon qui a rien mis dedans. Enfin, Warren, la fin de match, elle est épique. Elle est un peu flinguée. Non, c'est parce que toi, t'as ce shoot, ce fabuleux shoot avec 7 secondes sur l'horloge. Mais avant, il fait un peu de taf, tu vois. Voilà. Donc, Indiana n'ira jamais en play-off. Là, on est à 0-3. On n'a pas Oladipo. Là, il est sur le banc, là, en mode costard, petite boucle d'oreille, tout classe et tout. Mais bon, il joue pas. Non, ouais. On a, au niveau création de jeu, quasiment tout repose sur Malcolm Brogdon. Ouais, qui s'est bien installé, la mène. Tu vois, on peut prendre le match, le dernier, là, contre les Pistons. Malcolm Brogdon, il rentre rien. Je crois qu'il finit à 5 sur 17 au shoot. Moi, je l'avais en TTFL. Par contre, il a 11 passes, 10 et 7 rebonds, ou l'inverse. Ah, bien sûr. Enfin, genre, il a taffé. Ses tirs ne sont pas rentrés. La plupart étaient d'assez bons tirs, donc c'est bizarre de voir Brogdon, qui est plutôt un mec assez propre avec des bons pourcentages au tir. Là, il rentre rien. C'est là-dessus que se joue, parce que si Brogdon rentre quelques tirs, ça bat les Pistons. Bon, les Pistons, clairement, ça passe à la corbeille, bien sûr. Meilleur passeur de la NBA d'ailleurs, au moment où on parle, Malcolm Brogdon en termes de productivité. Il s'applique, il distribue assez bien, il a pris toute la création. Donc c'est pour ça que c'est une conclusion hâtive qui me fait bien marrer, parce que
honnêtement, on va pas tourner autour du pot pendant 107 ans. Moi, je veux dire, j'y crois pas trop. Enfin, je veux dire, c'est une conclusion hâtive à laquelle je ne crois pas. On va pouvoir la développer en effet, mais si on fait donc match par match, il y a eu ce premier qui a été assez troublant parce que tu es à domicile contre des Pistons qui n'ont pas Blake Griffin. Et tu te fais déboîter par Andre Drummond. Par Luke Kennard et Derrick Rose qui ont été énormes en sortie de banc. Bon, ça peut arriver. Et pourtant, Miles Turner et Domantas Sabonis font leur début de saison. Le pire, c'est le match contre les Cavs. Mais contre les Cavs, c'est vraiment abominable, surtout que tu avais du repos. C'est pas comme si tu avais une excuse de back-to-back ou quoi que ce soit. Tu te fais vraiment mitrailler par Cleveland. Ça, c'est très très dur. Après, tout le respect aux Cavs, on va y venir. Et de se déplacer à Détroit, de ne pas. Ce qui m'a étonné, je pense que tu as dû le voir aussi, c'est que ils ont le talent et dans une fin de match comme ça où tu joues contre une équipe de Détroit qui est clairement minée, tu dois finir ça. Ça, par contre, ça m'a inquiété pour leur là, ce qui était inquiétant, c'est je te dis, Brogdon, il a rien mis dedans. TJ Warren, il a fait nimp en fin de match. Les choix collectifs. Les choix collectifs ne sont pas fameux. Donc oui, non, il y a des soucis, il y a du souci un petit peu à se faire du côté d'Indiana, c'est indéniable. D'ailleurs, quand on avait fait les previews, toi tu les as pas mis en playoff. Moi je les ai mis à la place du con, ouais. Moi je les ai mis 8e, donc c'est quand même beaucoup moins bien que l'année dernière. Et on avait parlé de l'absence de Ladipo. Bon bah là sur les 3 premiers matchs, elle se voit très fort. Ça se giga sent. Maintenant en effet, on met une bonne petite note sur 5. Dites-nous ce que vous en pensez sur celle-là. Indiana n'ira jamais en playoff cette saison. Ça y est, c'est mort, c'est enterré au bout de 3 rencontres. On sait bien que ça existe dans beaucoup de franchises NBA, ça. Alex, toi ta note un peu sur la faisabilité de cette conclusion. 0,5. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est de la conclusion ultra hâtive et il faut attendre de voir comment l'équipe peut se mettre en route. Il faut voir le retour d'Oladipo, ce que ça donnera. On est à l'Est, avec Oladipo et puis des shoots qui rentrent un peu plus. Indiana peut enfiler pas mal de wins et vite revenir dans la course au playoff. Je suis même pas trop inquiet. Je te mets un petit 2, c'est juste pour aller dans le sens de mon prono parce que je les ai pas mis les Pacers en playoff. Donc c'est juste pour aller dans ce sens. Je crois que ça parlait d'Oladipo qui pouvait revenir sous un mois à peu près. Ça parle de début décembre. C'est ça. Maintenant, on verra quand on y sera. Il faudra qu'il soit au taquet en tout cas parce que les Pacers ils ont tout le talent du monde et il faut se rattraper. C'est juste attention à ces matchs-là contre des copains de la division. 2 fois Détroit et Cleveland. Alors certes normalement Cleveland t'es pas dans la course au playoff, mais Détroit quand tu te ramènes dans des potentiels tie-breakers de fin avril, attention. Faut se rattraper, t'as déjà 2 défaites contre un copain de l'Est. Ça peut vite faire chier. Alors que si tu te fais taper par les Clippers, les cadors de l'Ouest, quoi. Les Suns, les Clippers, les Suns et les Clippers, tout ça. Là, forcément, ça pose un peu un problème. Ça, c'est pour la première conclusion hâtive. T'es prêt ? Allez, vas-y, envoie. Je t'en balance une. Alors attention, là, les fans d'Enix, tout le monde sur son clavier. David Fisdale, il passera pas l'hiver s'il met pas Frank Ntilikina titulaire. C'est pas possible. Les Knicks viennent de remporter leur premier match face aux Bulls. Les Bulls dont on va parler après. Oh là 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 là. Sur un comeback fabuleux, merci Bobby Portis. Et celui dont on parle le plus globalement, c'est Fisdale. Celui dont on parle beaucoup en France, c'est Frank Ntilikina. Il a eu du temps de jeu sur le match de ce lundi soir. Il a eu la 20aine de minutes. Il a été impactant. Mais il a été impactant. Il a été impactant sur le jeu, oui. Il a été impactant sur le jeu, Frank Ntilikina. Moi, j'ai pas trop trouvé, personnellement. Il a pas rentré ses shoots, mais sinon, il a été impactant. Il a pas rentré ses shoots, on a vu ça. Oui, il a 0 sur 6 au shoot. Mais bon, il y a des mecs qui mettent 10 points et qui après sont étanches complètes. Parce qu'ils défendent pas sur Kobe White, qui derrière a essayé de driver. Enfin, je veux dire, Ok, mais heureusement qu'il défend Frankie, parce que... mais bien sûr. S'il défend pas... C'est pour ça qu'on en vient à cette conclusion hâtive. C'est à la fois sur David Fisdale et sur Frank Ntilikina. Déjà sur Fisdale. Parce que c'est lui vraiment qui est en trending sur tous les réseaux sociaux, David Fisdale, parce que le début de saison d'Enix fait vraiment peur. En fait, voilà, là où on peut la découper, ta conclusion hâtive, donc elle est drôle, moi j'aime beaucoup, genre Fisdale passera pas l'hiver si Ntilikina n'est pas titulaire. Non, c'est pas possible. C'est en mode #Cocorico, t'as oublié le #Cocorico. Tout à fait. Mais sur le jeu des Knicks, il y a des critiques à faire à Fisdale, ça n'a rien à voir avec Franck. C'est juste, non, je suis désolé, genre, moi il y a trop de trucs pour lesquels j'ai du mal. Offensivement, il y a un déséquilibre. Dennis Smith Jr., moi je l'utiliserais plus. Je trouve que les Knicks... Tu l'utiliserais plus ? Oui, je trouve pas qu'il soit tellement bien utilisé. Je trouve qu'il a pas si souvent que ça la balle dans les mains. Ça va, on dirait que Dennis Smith Jr., tout d'un coup, c'est devenu une espèce de tanche de bout de banc, quoi. Non, c'est pas devenu une tanche, mais par contre, sur le début de saison, c'est ignoble ce qu'il fait. C'est ignoble. C'est exécrable. Il y a des matchs où il a pas assez joué pour moi. Et on peut pas dire c'était ignoble, il a pas assez joué, point barre. Et c'est un joueur, faut lui filer la balle. Si tu lui files pas la balle, ça me paraît compliqué. Après, je te dis pas que c'est la clé forcément. Après, Marcus Morris en 3.
avec du Randle et du Mitchell Robinson, je suis pas trop fan. Je trouve que ça marche pas bien. Je trouve que ça marche pas bien. C'est pas un problème. Non, moi je trouve que ça marche pas bien. C'est pas du tout NBA moderne, je trouve. Pour moi, c'est un 4 dans la NBA d'aujourd'hui, Marcus Morris, et il doit être ou il est sur le banc derrière Randle, ou il est titulaire et Randle sort du banc, je m'en fous. Mais voilà, quoi, je n'aime pas trop ce combo 3-4 Morris-Randle, là, je suis pas fan. Ensuite, heureusement pour eux, ils ont le rookie RJ Barrett qui a l'air d'être, un petit joyau, là. Crack. Ouais, ça a l'air d'être un crack, clairement. Heureusement qu'il est là, lui. Oui. Et puis après ils ont leur clutch boy quoi, Bobby Portis quoi. Qui a affronté les Bulls et forcément on voulait se dire le Garden Bobby Portis. Ah, c'était énorme, ils sont trop génial. forts. Et n'empêche, on peut dire ce qu'on veut. Mais ce public. Le fond de jeu est dégueulasse. Les mecs jouent les Bulls, donc équipe dégueulasse. Ils te font un comeback dans les 3 dernières minutes d'un match. Et là, le Garden, il est là. Bobby Portis. Yeah, on a trop bien remporté et tout. Defense. C'est énorme. C'était génial l'ambiance au MSG pour ce match contre Chicago. J'adore tellement ce public. Après, ce qui est dommage, c'est que pourtant, les 2 premiers matchs de New York, quand on regarde sur la globalité là, de la première semaine, à San Antonio, ça se bat. À Brooklyn, ça se bat aussi. Ouais, mais ça se bat. Non, mais le fond de jeu est. Non, mais c'est juste pour pas faire un dessin trop non plus dégueulasse de l'ensemble. Non, mais je suis d'accord, ça se les bat. Knicks, on peut dire ce qu'on veut, mais quand tu vas à San Antonio et à Brooklyn, ce sont pas 2 branlés. Ce qui a vraiment fait mal, c'est ce qui s'est passé contre Boston, où là vraiment ça a craqué. Et après contre Chicago, s'il n'y a pas Portis qui se prend pour Larry Bird, on est tous dans la merde. Hein. Ouais, et s'il n'y a pas Portis qui se prend pour Larry Bird, et si les Bulls font juste un poil mieux en fin de match, ils repartent avec la win. Hein. On arrive sur les Bulls. Maintenant, moi je pose la question très claire, c'est sur David Fisdale. Déjà, est-ce que lui peut passer l'hiver ? Il y en a plein qui commencent à dire genre non là il y a une pression qui est trop grosse. Enfin le public commence à gueuler Frankie. Ouais, alors le public il énorme et tout. Les fans d'Enix, moi je respecte à fond et tout parce qu'ils souffrent. Mais honnêtement, si vous souffrez pas, je vous respecte. Honnêtement, tu peux pas lier l'avenir de Fisdale avec la présence ou non de Frank Ntilikina sur le parquet. C'est pour ça que Frank, pour moi, alors il a été pas assez utilisé dans les premiers matchs, mais il a intérêt de faire, s'il est réutilisé une vingtaine de minutes dans les matchs qui viennent, il a intérêt de faire beaucoup mieux que ce qu'il a montré hier. Parce que, non, c'est sûr, parce que quand même, parce qu'il y a aussi beaucoup de et on voit ça souvent sous le spectre tricolore, on se dit oui, ça va être le sauveur des Knicks. Il a fait une grosse Coupe du Monde et tout. C'est vrai, il a fait une grosse Coupe du Monde. Il a fait une bonne Coupe du Monde. Et de là à sauver les Knicks, en effet, il faudrait déjà que Frank, sur les vingtaines de minutes qu'il a, il soit un peu plus impactant, notamment offensivement, parce qu'il y a eu 2-3 caviars pour des copains dans la raquette, et ça c'est pas mal, mais il pourra pas juste prendre la place de Dennis Smith Jr. juste en défendant, c'est juste pas possible. Ou d'Elfrid Payton aussi. Elfrid Payton fait de bien meilleurs matchs que Frank, je suis désolé. Ça, voilà. Tout à fait. Mais donc par rapport aux Knicks, est-ce que, en fait je vais même la découper ainsi, est-ce que David Fisdale, le 25 décembre 2019, c'est encore le coach des Knicks ? Tu veux une réponse là ? Oui. Il joue rien. Ils vont pas virer un coach. Vas-y. Essaye de la finir sans trembler du menton. Ils vont pas virer un coach alors qu'il joue rien. Ils vont le virer sur quoi ? Ou alors ils vont nous dire on veut un coach pour faire du jeu. À la limite je pourrais comprendre parce que là c'est vrai que Fisdale a l'air de vraiment beaucoup tâtonner et même c'est pas une conclusion hâtive sur les 3-4 premiers matchs. C'est la saison dernière aussi. Hein. Désolé, non, on peut pas dire qu'on était emballé. Et par Fisdale ? Ouais, non, voilà. Donc la saison dernière on peut pas dire qu'il nous ait emballé quoi, Fisdale quoi. Donc voilà, non mais pour moi il est encore là au 25 décembre. Ouais. Franck ou pas ? Franck titulaire ou pas ? Franck titulaire ou pas ? Jamais on le vire. Non, Fisdale, attention parce qu'il y a les résultats et il y a la manière. Enfin, je veux dire, quand il commence à y avoir gentiment dès le début de saison où est mon temps de jeu, comment c'est organisé. Quand tu regardes les Knicks jouer là sur cette première semaine, tu as l'impression qu'il n'y a pas du tout eu de camp d'entraînement. Ou alors que s'il y a eu un camp d'entraînement, ça n'a pas été pour mettre en place un semblant d'identité. C'est brouillon total. C'est le brouillon Les total. Rotations, ça a l'air d'être le bordel. Et le public lui réclame Franck, tout d'un coup, il le fout 20 minutes. Mais en fait, ça n'a ni queue ni tête. Tu sens que, alors là, à sa décharge, à Franck, parce que je lui ai mis un ou deux tacles là, mais à sa décharge, tu sens qu'il n'est pas intégré dans un truc clair avec un rôle précis. Donc c'est compliqué pour lui. Qui a un rôle précis voilà. Donc ça, c'est tout le problème. Ça peut lui coûter. Mais comme ça joue rien, les Knicks, je demande à voir. Pour moi, il sera encore là, Fisdale. Donc un petit 1 étoile sur 5, quoi. À peu près.
sur la proba de cette conclusion hâtive de David Fizdale qui va se faire Ouais, moi je mettrais un petit 1, 1,5 quoi. Allez, je monte à 3. Attention à la pression des médias new-yorkais. Ah okay. Ouais. Mais quand même pas les mecs. Parce que Barrett est trop... En fait, Barrett pour moi est vraiment trop fort, donc s'il commence à voir que le mec il peut... le truc c'est que t'as un joueur fort comme ça et tu vas pas avoir fond de jeu. Et si tu commences à le flinguer, il y en a qui vont faire genre non, c'est mort, on veut vraiment un entraîneur avec qui il est validé. Genre son autant je l'adore balle en main, autant je pense qu'il a besoin d'un meneur à côté de lui quand même. RJ Barrett ? Ouais. Bah à voir. Tu vois, moi je pense cette saison, je veux bien lui donner le playmaking. Cette saison, ouais, mais dans l'absolu, tu vois, ça serait bien d'avoir un meneur avec un fond de jeu. Dans l'absolu, il serait encore mieux, quoi. Conclusion hâtive suivante, Alex. Les Raptors n'ont pas besoin de Kawhi Leonard. Bah, ils sont à 3. 3 victoires en 4 matchs. 3 victoires en 4 matchs. Lourdissime. Fred VanVleet et Pascal Siakam. T'as battu qui ? Les Pels, le Magic. T'as battu les Pels, le Magic. Et les Bulls. Et les Bulls. Oui, c'est ça. Et les Bulls à Chicago. Et t'as perdu. Contre qui t'as perdu ? Tiens, je sais même plus. Boston, je dirais. Attends, je regarde. De tête. Attends, je regarde. Contre qui tu perds ? Pour moi, tu perds contre Boston. Je sais même plus. Si. Oui, c'est ça. Tu perds contre Boston. Tu perds contre Boston après. Tu bats les Pélicans en ouverture, bien, propre. Dans la galère. Comment ça ? Overtime, les Pels ont failli gagner le game. Ouais, mais ils ont fait un bon match, Siakam a été là. Bien sûr, mais je veux dire, les Pels ont fait un très bon match, quoi. Je veux dire propre, dans le fond de jeu, Siakam, VanVleet et tout, ça demandait un peu de... C'était un peu rouillé, mais... Bon, tu sens qu'il y a eu un camp d'entraînement, là. Voilà. Ensuite, tu perds les Celtics, et depuis, t'as battu les Bulls et le Magic. Tu fais ce qu'il faut. Pascal Siakam se positionne potentiellement en candidat All-Star. Fred VanVleet, c'est l'un des nouveaux Stephen Curry de la Ligue. Parce qu'il y a des nouveaux Stephen All-Star, Curry. Voilà. Et donc j'aime bien cette conclusion hâtive parce qu'elle me fait rire. Genre, il y a un petit côté, l'année dernière, ils ont gagné combien de matchs en régulière ? Je parle pas de playoff, doucement. En régulière, ils ont gagné 50... La grosse cinquantaine et des poussières. Ouais, 50... 5, 6, 4... 6, ouais. 6, 8 même, la peut-être 58, peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'avantage du terrain en finale. Si, ouais. Donc 58. Est-ce qu'ils peuvent refaire ça là ? Est-ce qu'ils sont partis sur des bases de regagner autant de matchs ? Est-ce qu'ils ont besoin de Kawhi Leonard en fait, quoi ? Je te le demande, Bastien. Mes fans des Clippers sûrs, vous pouvez répondre. Oui, t'as besoin évidemment de Kawhi Leonard, mais ce qui est très très cool, c'est que en tout cas la transition, elle a été faite en un été. On s'était posé la question de l'amant de savoir quelle était cette équipe. T'as Norman Powell. Tu te demandais justement quelle équipe allait sortir de cette gueule de bois. C'est notre question de la manche, je crois. Pendant les previews, on se demandait quels Raptors allaient se ramener. Nick Nurse United, les mecs ça joue dur tous les soirs. Tout le monde c'est là. Tu sais qui. Tu peux mettre de la batterie ? Non, c'est quoi ? C'est Dropbox. Ça c'est. C'est Léon qui m'envoie des fichiers puis ça sonne dans mon ordi. En fait. Tu sens que là, les mecs, tout le monde connaît son rôle. Même Marc Gasol qui fait pas un début de saison incroyable, tout le monde sait ce qu'il doit faire et quelles sont ses missions au quotidien. Et ça, c'est très très fort pour les Raptors. Donc, est-ce que c'est une équipe qui peut aller loin ? Oui, en régulière. À partir du moment où tu te ramènes en play-off et où t'as pas un joueur comme Kawhi Leonard et tu dois tout baser sur un Siakam qui est en train de découvrir le statut de franchise player ou au moins de meilleur scoreur plus Kyle Lowry plus qu'est-ce qu'il y a ? Donc on est d'accord, les Raptors n'ont pas besoin de Kawhi Leonard, c'est du 0,5 quoi. Ah bah là c'est du moins 13. non faut pas déconner. Non évidemment Et puis il va y avoir des... Donc c'est hâtif quoi. Oui, là t'es sur les Raptors ? Tu vois les schedules s'il te plaît ? Don't move. Parce que Boston ça va chier. Et Boston c'est vraiment aller dans le haut du panier de l'Est. Qui tu vas jouer ensuite ? T'as Détroit, Milwaukee, Sacramento. Tu vas à Milwaukee. Ouais. Après, tu reçois Sacramento. Soir. Après, t'as un gros road trip après. New Orleans, Los Angeles, Portland, Dallas. On en saura plus. Voilà. On en saura plus après ce petit road trip. Je veux bien refaire un apéro à ce moment-là. Si après ce petit road trip, ils sont à 10-2. Voilà. Là, on va on va bégayer très fort. Mais s'ils sont à 7-6, ouais, c'est clair. Là, on va se dire bon, peut-être que le star system gentiment certains soirs. En tout cas, bravo au staff des Raptors qui démarre pied au plancher cette nouvelle saison quoi. Ouais. Merci les chevilles de Markel Fultz. Qu'est-ce que t'as à nous envoyer d'autre ? J'ai envie de dire back to back. L'année dernière, vous avez envoyé une petite conclusion hâtive. On avait dit que Trae Young est le nouveau Stephen Curry. Eh bien, je double la mise. Trae Young est meilleur que Stephen Curry.
Celle-là, elle est belle. Non, parce qu'on va devoir parler quand même du début de saison de Trae Young. Hein. Moi, je suis bourré depuis une semaine. Tu m'étonnes. Détroit, il leur met la tollée, shoot du milieu du terrain, logo, 38 points, Il les 7 a rebonds, 9 salis. passes, salissade. Ensuite, on se dit, ouais, ça va aller. On va aller sur la défense d'Orlando. Tiens, bah la défense d'Orlando, en fait, tiens. 39-7-9. Alors attends, bouge pas. Ah La défense d'Orlando, où est-ce que je l'ai mise? Je sais Attends, plus. je l'ai mise là. Ah tiens, regarde, hop, elle est là. Hop, elle est là, Bah la oui. défense d'Orlando, dans ma poche. Exactement. Elle était dans ma poche, dis donc. Les En pauvres plus, il y a gars- une toute petite poche qui est tout petite. Les pauvres gars du Magic, ils ont rien pu faire. Shoot avec la planche, ça a été, de toute façon, élu joueur de la semaine dans la foulée. Contre Philadelphie, ça a été un peu plus compliqué. Il y a quand même 24 points et 9 passes, malgré la bonne défense en face des Sixers. Le début de saison de Trae Young est juste... Moi, honnêtement, hein, tu sais, hein, depuis la draft des Hawks, en plus, tradé contre Luka Doncic, c'est peu dire si je crois en ce joueur, mais là, ce qu'il est en train de faire, là... Ouah, Ah, c'est fort. c'est chaud. Et en plus, ce qui est cool, C'est chaud. c'est que quand tu vois le match de la nuit dernière Damn. où les Hawks reçoivent donc les Sixers, qui est un match serré, on aura l'occasion peut-être de reparler un petit peu des Sixers dans cette vidéo, mais on va pas en parler maintenant. Mais par contre, il y avait un peu d'ambiance à Atlanta. Mais ça bien va. sûr. C'est pas le Garden, hein, mais ça va. Attention, Alex. Non, c'est pas le Garden. Mais ça va, il y avait un peu d'ambiance, le jeu est assez cool à regarder. Best show in Atlanta, il a dit T'as des joueurs qui sont assez cool, les DeAndre Hunter, les nouveaux, le petit Huerter. Bruno Fernando. Bruno Fernando, franchement, j'aime bien, moi. Bah oui, bien sûr. Bon, notre ami John Collins et tout. Et là-dedans, le trompa, ouais, c'est vrai que ne trompe pas, c'est Trae Young, quoi. Et il assume assez bien ce rôle, notamment la nuit dernière. Enfin, je veux dire, le mec était quand même défendu par Josh Richardson, qui est quand même un bon petit pitbull. Ouais. Il a eu aussi du Ben Simmons sur lui ou du Matisse Thybulle, là le rookie des Sixers, qui a l'air bien chiant aussi bien en sûr. défense, tout ça. Clairement. Non, clairement, ouais, il est, Trae Young, il beaucoup démarre plus très, très fort fort. que Stephen Curry, ça se Et voit tout de suite. alors après, par rapport à la compa de Curry, on va voir. Mais ce qui est intéressant, notamment dans cette compa, c'est qu'on le sait, en sortie de NCAA, on le voyait shooter de 10 mètres et on disait nouveau Curry, etc. Puis dès le début de la saison rookie, il a montré que son idole c'était plutôt Steve Nash, donc plutôt la distribution. Là, Lloyd Pierce, en tant que coach des Hawks, a dit tu dois passer un cap là déjà dès ton année 2. Il y a un ping-pong qui est fabuleux entre lui et Luka Doncic en termes de performance. À chaque fois, ça se répond dans tous les sens. Et tous les soirs, t'as l'impression que dégage Trae Young, c'est tous les soirs, il sait que le match d'Atlanta au global doit passer par son activité. Il ne peut plus avoir de trou d'air. Donc, soit il va créer pour lui, soit il va créer pour les autres. Et donc, ça devrait donner statistiquement une grosse saison. Maintenant, de là à nous chercher le meilleur shooter de tous les temps, qui a fait une révolution dans le jeu. C'est quoi sur ta la conclusion décennie. hâtive déjà? Trae Young est meilleur que Stephen Curry. Oh, c'est du Sur 0. la première semaine de compétition NBA C'est du 2019-2020, 0,5. oui, mais sur le reste, C'est du 0,5. C'est du hâtif de chez hâtif. ouais. Son plafond, quand même, par contre, c'est une. On parle d'un double putain de MVP. Hein. C'est quand il va l'être On 3 parle d'un fois. MVP Alex, unanime. Ouais, Trae Young va être ouais. 3 fois MVP, D'accord. 3 fois de suite, dont 2 fois MVP unanime. Non, par contre, il est hallucinant. Regardez les Hawks si vous voulez, et s'il vous plaît d'ailleurs, parce que c'est vraiment le best show on court en ce moment. Donc 0, ouais, là-dessus, on va pas non plus taquiner. Mais attention, faut que Steph se réveille. Sinon, là, quand en avril, on va se ramener et certains vont dire genre, la saison de qui Ouais. Qui est allé en playoff Là, on pourra se marrer. Vas-y, balance. Les Sixers défendent tellement bien qu'ils n'ont pas besoin de shooter. Ah bah. Ça me fait rire, moi. Ah bah. Parce que le truc, c'est que moi, j'ai regardé tous les matchs des Sixers là, depuis le début de saison. Ouais. Alors, ils défendent bien. Rien à dire. Franchement, en plus, c'est encore en rodage. Je veux dire, il y a des nouveaux et tout. Là, je parlais de Matisse Thybulle, là, à l'instant. Non, mais Le mec c'est est hardcore. rookie. Il vient d'arriver. Lui, il va être développé un petit peu par des Josh Richardson, des Embiid et des Ben Simmons. Genre, il peut devenir un défenseur vraiment très Ah, sérieux. il est déjà En incroyable. plus, il a la mobilité, il a la longueur pour défendre les postes 1-2 et tout. Enfin, franchement, Ne dribblez pas dans un rayon de il 2 est mètres chiant. de Matisse Et Thybulle. surtout qu'en plus, genre, la raquette, c'est Embiid Orford. Ouais. Ou Orford Tobias Harris, ou Tobias Harris Embiid. Enfin, c'est supra relou. Trop grand. Plus trop Ben long. Simmons qui peut prendre des meneurs, des 2, des 3, des 4, des 5. Hein. Donc voilà. Donc ouais, non. La défense des Sixers est absolument impressionnante. Maintenant, c'est en attaque, vraiment pas beau en attaque, là, sur les premiers matchs. À Atlanta, c'était vitef. T'as failli perdre à Atlanta parce que t'arrivais pas à foutre un tir. Hein. Ouais. C'était grave. Heureusement il que défendait bien. Heureusement que Joël roule sur la raquette des Hawks parce que sinon les autres copains étaient pas trop dedans. Non, bah ça rentre pas. Détroit, Joël était pas là, je crois. Non. Et à ce moment-là, il gagne. Ben Simmons fait le taf avec Toto Harris.
Et le premier match, c'était Boston, c'est ça? Ouais, non, mais ils sont là. Ils sont à 3-0. Ils sont à 3-0, hein, je crois. Ouais. Non, Ils ont fait Boston à domicile, je dirais Détroit en déplacement. ils sont à 3-0. Et Atlanta. Ils sont à 3-0, mais ils vont avoir besoin de shooters pour moi. Et on va voir qui va s'y coller, comment tu vas t'y coller, parce qu'il y a des matchs où le fait que ça rentre pas, t'auras beau bien défendre, tu vas quand même prendre la sauce par un mec en forme. Et comment tu fais en fait? Ouais, c'est clair. Brett Brown ne donne pas l'impression pour le moment d'avoir installé quelque chose de vraiment viable offensivement. Non, Là. pas pour l'instant. Va falloir s'y pencher. Parce que ça va prendre du temps, ça. Donc ça pour moi, c'est encore du 1 sur 5. Ça. N'ont pas besoin de shooter pour tellement ils défendent bien, ils ont besoin de shooter pour moi. Oui, c'est sûr. Terrain NBA, t'as besoin de shooter, donc... Surtout actuellement. On serait dans les années 90, je dis pas. Tu vois, t'as une raquette Orford Embiid, c'est so 90s, ça. Tout à fait. Mais aujourd'hui, ça va être compliqué. Je mettrais une note un tout petit peu plus élevée, parce qu'on n'a pas encore eu... On vient d'avoir le début. Je pense que c'est bon, c'est annoncé. Joel Embiid a lancé sa saison. Ouais. Après, on va voir s'il enchaîne les matchs et tout, mais oui, c'est bien ça, sûr. Ouais. Normalement. Les Sixers défendent tellement bien et ont un joueur tellement dominant à l'intérieur qu'ils n'ont pas besoin de shooter. Là, par contre, celle-là, je veux bien l'entendre parce que Joel, s'il commence à dominer comme on le pressent, et lui, il a dit qu'il voulait faire une saison de MVP et défenseur de l'année, bah, je suis désolé, ils pourront être à 40%. Qu'est-ce que je raconte? À 25%. Ils peuvent se contenter d'une attaque average s'ils ont une défense complètement élite comme celle qu'on entrevoit. Et un pivot candidat MVP intérieur. À la Jazz, un peu. L'année dernière ou il y a 2 ans, ils ont une attaque un peu average, mais sauf que là, t'as un Joel Embiid qui est un joueur incroyable en attaque. Putain. Ouais, tout à fait. Il y a moyen qu'il puisse se rouler dessus. Allez, je vais te mettre 2 quand même. Toi, 0.5 1 sur 5. Il faut des shooters. Ouais. Attention, les prochains matchs des Sixers, regardez-le, et d'ailleurs, on veut bien l'avis des fans des Sixers, parce qu'en effet, offensivement, c'était un peu cracra. On attend mieux, là, de la part de Brett Brown et des copains. Rotation aussi, c'est pas tip top. Brooklyn, attention, conclusion hâtive. Kyrie Irving sera le meilleur marqueur de la NBA cette saison. Début de saison de Kyrie offensivement. Oh putain. S'il y avait les victoires qu'il y avait avec, on serait sur un autre type de discussion. Ils ont gagné qu'une fois en 3 matchs, du coup. Ouais, parce que ça, c'est un peu le bémol, quoi. C'est ça, c'est que Kyrie, si je dis pas de bêtises, tu as fait le giga boulot face aux Wolves, mais tu as perdu en mettant 50 points. Ensuite, tu as battu les Knicks à domicile avec le shoot un peu clutch spécial side step. On en a parlé. Et après, tu t'es incliné à Memphis en mettant encore du gros lourd offensivement. Ah, puis Ja Morant a mis la sauce au net en fin de match. Jay Crowder qui est clutch. Mais Kyrie, par contre, on en parlait tout à l'heure avec Léon en off, offensivement, là, sur le début de saison. Non, il est très très sale. Là, il est en mission, Kyrie. Il est en mission, je vais tout casser. Et en plus, j'aime bien le côté, genre, il essaye quand même, il distribue quand même pas trop mal, il se bat au rebond. Enfin, je le trouve je trouve très motivé, le Kyrie. Donc c'est dur d'aller le critiquer là. Là, c'est difficile de critiquer. Je trouve que vraiment, il y a un côté soliste dans Kyrie Irving, mais ça reste Kyrie Irving. Je trouve que ça joue pas bien autour de lui. Ni en défense, ni en attaque en plus. Je trouve. Après Brooklyn, on oublie aussi qu'il y a eu pas mal de changements de joueurs, mine de rien. Il y a des trucs à trouver. Kenny Atkinson doit trouver un nouveau rythme. Mais en tout cas, là pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de critique à faire sur Kyrie Irving. Il est absolument incroyable. Ouais. Quant à savoir s'il peut devenir le meilleur scoreur de la ligue cette année, bah parlons-en. Il a grave le profil. Parce que il a le profil. Tout à fait, c'est acté. KD n'est pas là. KD est pas là. Donc lui, il va jouer beaucoup de matchs. Faut pas qu'il se blesse, mais sinon il va jouer beaucoup de matchs. Il va avoir du temps de jeu. Il va avoir de la munition à ne plus quoi savoir en faire. Donc qui peut vraiment défendre sur lui efficacement sur toute la longueur d'un match? Bah, je demande à voir. En plus, ça galope, Brooklyn. Brooklyn, ça galope. Et puis en NBA, il y a quand même pas mal d'équipes qui galopent aussi. Donc tous les matchs où ça galope des deux côtés, ça veut dire qu'il y a Irving, du shoot ouvert, des espaces, il peut attaquer le cercle, ISO et tout. Enfin, genre, waouh. Il a combien là en stats si tu les as, les stats du début de saison de Kyrie Irving. Parce que l'autre, en fait, dès que c'est en dessous de 35 points, on est froid léger. Hein. On est bleu ciel dans la barre de shoot. Non, vraiment, il est Kyrie très Irving, il est à 37,7 points par match, 5,7 rebonds, 6,3 passes, 1,7 interceptions. Et attends, 45% au tir, dont 41% à 3 points. Hein. Donc c'est propre en plus. Stop. Il y a moyen, Kyrie, qu'il fasse... Est-ce que Kyrie peut être à plus de 30 points de moyenne cette saison? Putain. S'il fait ça, pour être meilleur scoreur de la ligue, c'est ce qu'il va falloir faire, parce qu'il y a du monde. Hein. Ah ouais, il va falloir faire ça et minimum. Hein, parce qu'il y en a qui sont taquins en face. Ah, il y a du gars taquin, ouais.
Je sais pas comment me prononcer sur cette. Ah ouais. Ah, moi, j'y crois, moi. Moi, je te mets un petit 4 sur 5, moi. Oh putain, Moi, j'y 4 crois. sur 5, c'est pas t'y crois, c'est tu l'affirmes. Non, c'est j'y crois. Non, tu j'y crois l'affirmes. fort. Donc Alex, vous y allez. J'y Alex crois a affirmé. J'y crois fort. Parce que je trouve qu'il y a un contexte. En fait, comme tu l'as dit, il va avoir les munitions. Il est de très loin le meilleur joueur offensif de son équipe balle en main. J'aime bien Caris LeVert, hein. Je l'adore. C'est un super lieutenant pour Kyrie Irving. Enfin, il y a Kyrie Irving et après il y a le reste de l'effectif des Nets quand même, et il y a Caris LeVert en tête de ce reste de l'effectif, mais Kyrie Irving est au-dessus. C'est lui qui va avoir le plus de munitions. Là, il démarre fort, donc il est sur des grosses bases de confiance. C'est un joueur, ça va forcément y avoir des petites montagnes russes, mais en fait, pour peu que les creux des montagnes russes soient à 24-25 points, et puis que les pics ils soient de temps en temps à 35-40, bah tu te retrouves vite, comme tu disais, à 30-31 points de moyenne. Et tu peux être meilleur marqueur de la ligue. C'est possible. Il en a les capacités. C'est un joueur offensif incroyable. Bien sûr. Ce qui serait moche, c'est que ça se traduise pas en suffisamment de victoires derrière pour les Nets. Bien sûr. Ça serait moche. Mais sur la saison individuelle de Kyrie Irving, je suis en mode conclusion hâtive, j'assume, mais je le vois bien. Je pense qu'il est parmi les gros candidats, les très gros candidats. Moi, je vais en mettre que 2 sur 5. D'accord. Pour plusieurs raisons. Ça va se calmer, quoi. Déjà, je pense que les creux dont tu viens de parler. Parce que là, il est bouillantissime. Mais s'il y a bien un truc que nous a montré aussi Kyrie dans sa carrière, c'est que il y a 10 jours où en fait, là c'est le teaser de Uncle Drew, il n'y a rien à faire. Et après, il y a des trous. Donc, il va falloir les surveiller quand Kyrie va aussi revenir sur Terre, bien plate d'ailleurs, comme d'habitude. Mais quelque part, c'est pas forcément ce que je souhaite aux Nets. On vient de dire que ça jouait pas très bien. Moi, j'aimerais plutôt qu'en fait que Kyrie puisse potentiellement réduire un peu son scoring et que la marque soit un peu plus répartie et que ça taffe un peu plus en défense. Ça sera un autre sujet de débat quand on en sera devant le fait accompli ou pas d'ailleurs. Ah mais bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire, si jamais Kyrie continue à ce rythme-là, mais que les Nets ne sont pas playoffables, on va se poser d'autres questions. C'est pour ça, j'aimerais bien en fait que la Kyrie, bon, c'est pour ça que j'y crois pas trop. Ça m'étonnerait que Kenny Atkinson se dise genre ouais vas-y on continue parce que oui offensivement c'est la meilleure arme individuelle, mais il faut que Brooklyn propose mieux collectivement quoi. Ouais, mais là Kyrie il score beaucoup et il donne un paquet de bons ballons. Mais il fluidifie vachement le jeu. Là t'as des Joe Harris, des Taurean Prince, des gars comme ça qui rendent que dalle. Pas que dalle, mais qui sont vraiment pas efficaces en début de saison. Je veux bien qu'ils soient à 28-8 quoi, au lieu d'être en 37-6 tu vois. Voilà, mais ça va descendre. Mais moi je dis que ça va descendre vers les 30 et qu'il peut être meilleur scoreur de la ligue. Eh ben dites-moi. Avec des Nets qui fonctionnent quoi. Ouais bah c'est ça. T'as le droit de fonctionner avec un gros scoreur dans ton équipe. Bah, les autres équipes ça leur arrive bien. Je suis pas sûr pour qu'il y a... Le meilleur scoreur de la ligue historiquement, il est souvent dans une équipe qui fonctionne assez bien. Bah ouais, on va voir parce que là pour le moment, il nous fait une Devin Booker et toi tu connais bien ça quoi. Scorer dans une équipe qui pour le moment ne gagne pas trop de matchs, tu parles de quelle équipe ? Parce que là moi je Si tu connais vois pas de quelle équipe tu parles parce que là cette année cette équipe là les fabuleux joueurs offensifs dans des équipes comme ça et qui après malheureusement n'arrivent pas à gagner des matchs, je dis pas que c'est de la faute de Kyrie mais à surveiller. Moi perso je parlais de titre de meilleur scoreur. Perso j'y crois. J'y crois. Conclusion hâtive suivante. Giannis Antetokounmpo a atteint son plafond. Ça me fait rire de la dire. Bah, ça y est, hein. C'est vrai. Ça y est, on y est. Ah, disons. Merde. Ouais, merde. Et puis. C'était bien, hein. Et puis surtout, ce qui est embêtant, c'est que 24 points, 13 rebonds, 9 passes, c'est un peu juston, quoi. Bah, on est clairement en dessous de sa saison précédente. Il n'empêche que il a fait un match un peu pourri. Il n'empêche que le match contre Miami est hyper intéressant dans le cadre du script. Ah, il a fait un match un peu... Parce que, tête baissée, il y a beaucoup de gens qui observent la NBA qui regardent la Giannis sur un match contre Miami, par exemple, où il faut essayer de se défoncer demi-terrain en fin de match, et où tu te dis genre, merde, est-ce qu'il a vraiment évolué dans ce sens par rapport au... Arrêter de foncer tête baissée et vouloir délancer, enfin... C'est vrai. Il se retrouve un peu dans la merde avec ses bêtises. C'est vrai. Ça a fait soupirer des gens qui ont envie de nourrir cette affirmation-là. Après, quand t'es devant ce match, moi je comprends les critiques. Hein. Après on va dire oui, Alex il passe son temps à défendre Giannis et tout. Honnêtement, quand tu regardes le match et qu'après tu regardes la box score, il a raté quelques lancers. Il m'a saoulé sur quelques lancers, le Giannis. Ouais. Mais sinon, putain, il fait un match de bœuf encore. Enfin, je veux dire, il est hyper présent au rebond. Il en prend 17. Il met 29 points, 17 rebonds, 9 passes. Donc déjà, au niveau de la contribution statistique, il est grave là. Mais je pense que personne ne remet ça en cause. Après,
c'est vrai, il y a quelques actions C'est dans la manière. où il baisse un peu la tête et il perd des balles. En fait, moi, ce qui m'a saoulé, c'est plutôt les pertes de balles bêtes. Ça, c'est clair. Mais tu vois, on en parlerait beaucoup moins si un ou deux de ses coéquipiers avaient été un tout petit peu plus efficaces et que les Bucks avaient gagné. Ah bah, quand même. Hein. Non, mais évidemment que c'est pas un très bon match des Bucks. Oui. Alors après, c'est normal, Giannis c'est le leader, donc on lui rentre dans la gueule. Moi par exemple, j'étais devant l'écran et j'étais saoulé. Il y a plusieurs pertes de balles, dont 2 de suite à un moment important, là, en début de quatrième quart, en milieu de quatrième quart, où ouais, je trouve ça relou qu'il perde ces ballons là bêtement. Qui sont, comme tu viens de dire, il baisse la tête, il y va, et puis en fait on sait pas trop où il va, lui non plus d'ailleurs. Ou alors et puis dans ça les finit choix en perte de balles. Ou alors dans les choix de shoot, hein. Parce que je veux dire, moi ce qui m'a dérangé, et il va avoir droit les choix à de shoot, toi, ça t'a dérangé toi? Ah bah, il va avoir droit, il y a un garçon qui va avoir droit à 2-3 compliments aussi dans les conclusions natives, il s'appelle Bam Adebayo. Que un sophomore comme ça, on connaît Spoelstra défensivement, ce qu'il est capable de mettre en place, et même Giannis, je crois, la saison dernière, n'a pas non plus fait des très bons matchs face au Heat globalement, parce qu'ils arrivent à bien scouter, ils sont c'est malins. une équipe qui est très maligne, exactement. Mais quand tu commences à lui ouvrir le shoot et que Giannis se retrouve dans cette espèce d'hésitation à mi-distance entre dégainer ou foncer, et au moment où il fonce, il y a les portes qui se referment entre Adebayo et plein de copains qui viennent, là ça me dérange. Ouais, même si après ça donne une passe, qui crée une passe qui mène à autre chose, mais il y a, en tout cas, très très tôt, parce qu'on va revenir sur la conclusion hâtive, hein. En tout cas, très très tôt, ce genre de match nourrit l'affirmation autour de Giannis qui est « Ah bah putain, gna gna gna, dès qu'on est un cap et tout. Dès qu'on est sur demi-terrain et que ça devient serré et qu'il y a la pression, comment est-ce qu'on peut faire sans un shoot fiable de chez fiable ?» Il en a rentré, parce que là on se marre, mais il y a le match contre Houston. Hein. Et il en a mis, hein. Bien sûr, et puis le match contre Houston. Et il est énorme contre Houston, Giannis. C'est pour ça, c'est le match de Miami qui sort du lot. Parce que aussi les défaites des Bucks, on les compte toutes les 3 semaines. Quoi. C'est ça. Donc moi, Giannis Antetokounmpo a atteint son plafond ou ne passera pas le prochain cap. Je mets un petit -2. Ouais. Hein, un petit -2 sur 5. Allez, j'y crois pas un instant. Un petit 0,1 sur 5. Voilà, ok, d'accord. Je vais mettre juste ça parce que bon, je me dis pas non plus que le mec va terminer une saison en 50, 25, 13. Quoi. Non, mais je pense qu'il a de la marge de progression dans ses choix et au shoot. Et au shoot, vu le bosseur que c'est, je suis sûr que ça va progresser. 0,5 à 3 de Miami 0 sur 5, ouais, à 3 points. Ouais. Ah, et 5 sur 9 au lancer. Et dont plusieurs 3 points. Où moi je suis ok avec le fait qu'il les prenne, il est assez ouvert. Enfin, juste faut qu'il taffe pour en mettre quelques-uns, c'est tout. Hein. Mm-hmm. Voilà. Je suis d'accord. Contre Houston, ça rentrait comme on dit. Voilà, exactement. Dites-nous ce que vous pensez de Giannis qui a enfin atteint son plafond. Désolé, il faudra rendre le trophée de MVP à James Harden. Je termine avec la dernière de ma conférence. Je crois, après on va faire les fireboulettes. Hein. Mm-hmm. Les Bulls, les Chicago Bulls, regrettent déjà le licenciement de Fred Hoiberg. Ça y est, la nostalgie revient de ces belles années, ces années d'imprévisible, de cohésion collective, de Bobby Portis et Nikola Mirotic. Les Bulls sont relous là sur le début de saison. Une victoire, 3 défaites. Une défaite à Charlotte. Celle-là, GG. Celle-là, elle est Celle-là, GG. Devante Graham en fire, celle-là, elle est violente. PJ Washington, Mark Cannon, poche, tout à fait. Après, tu t'en sors in extremis à Memphis. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Avec Kobe White qui nous fait un dernier quart, une deuxième mi-temps assez fabuleuse d'ailleurs, l'ami touffu. Et après, tu t'inclines contre Toronto. Ça arrive à des gens. Tout à fait, mais pas top. Pas top, mais ça arrive à des gens. Ouais, mais vraiment mais c'est pas sur top. celui-là que j'ai envie le plus de les juger, moi. Et après, moi j'ai juste plus contre Memphis et les Knicks. Square Garden. Parce que là, la fin de match, 98, 90, 3 minutes 30 à jouer. Ouais, boum, tu prends run de 15-0. Non, mais pas non, un panier. Non. Que des possessions dégueulasses en attaque. Une cata. Non, mais vraiment. Moi, j'ai l'impression d'être 7 ans en arrière. En enfin, attaque. pas 7 ans en arrière, pardon, parce que sinon c'était de la balle de 2 ans, 2-3 ans en arrière. Une cata. Genre merde, non, Boylan. Pas de mouvement de balle. Répartition des shoots. Wendell Carter Jr. il fait un bête de game et ça. Enfin. Filez-lui des ballons. Filez-lui des ballons. Trop chelou. Zach et Lowry ont un peu eu les œillères et ils ont pas très bien joué sur la fin. Satoransky, je suis pas un fan absolu de son début de saison, désolé. Pas un fan absolu. D'un côté du terrain, ça va. En défense, tu veux dire De l'autre, un peu moins. Ouais. Ah, en attaque, c'est pas bien. Et Chris Dunn, c'est un peu pareil. Non, Chris Dunn, c'est bien en sortie de banc. En tout cas, il fait un bon début de saison.
Ouais, je sais pas. En attaque, je suis pas trop fan de Chris Dunn, moi, en attaque. Lui et Kobe White. C'est quoi, je préfère Kobe White, hein, clairement. Ah bah attends, là tu me demandes si je veux un plat de pâtes ou un plat de merde. Je sais pas. Oh, dis donc. non mais Non, mais. juste que Grison, en tout cas, il a pas mal séduit 2-3 là, en sortie de banc, c'était pas mal l'intensité qu'il avait. Ouais, mais l'intensité impeccable. Super. Il se bat, il est athlétique. Super. Par contre, une fois qu'il a la balle en main, franchement. Les Bulls. Il me fait chier. On a dit qu'on était en train de penser à des Bulls dans cette espèce de course au spot 8, 9, 10. On savait pas quoi faire. On savait qu'en mars-avril, ça allait être tendu. Ne perds pas des matchs à la con comme ça. T'as tout le talent. Et surtout que là, t'as déjà perdu les Hornets, t'as failli perdre les Grizzlies et tu viens de perdre les Knicks. Putain. Je veux dire, c'est pas du lourd. Et les Knicks te tendaient ça sur un plateau en argent. Ah, classe. Mais ils ont fait les prends-la. Fils d'elle, il était là, genre, vous voulez la win? Allez, je vous donne la win. Bordel. Et les Bulls, ils sont là. Non, c'est bon. Non, ça va. C'est bon, on va gagner d'autres. Là, je marque plus un shoot. Sérieux, les Bulls. Wow. Non, c'est pas top. Alors, est-ce que les Bulls regrettent le départ de Fred Hoiberg? Non. C'est compliqué. Non, moi, je te mets 1. Ouais, je mets un aussi. Ça va aller. Mais attention. Mais je suis. Faut lancer la machine. Mais voilà. Allez, on y croit. Allez, hein. Peut-être faut virer Jim Boylan, par contre, un jour. Peut-être un jour, Jim Boylan, on va se réveiller, on va faire Tigre, on va faire. Il est pas bon, en fait. Dis donc. Non. Oh, c'est pas bien. On lui donne un mois. Ouais, voilà, c'est ça. On lui donne encore un peu de temps, mais c'est pas bien, quoi. Parce que là, il y a pas d'histoire de mon infirmerie. Non, mais je suis pas fan. Là, il y a pas d'histoire d'infirmerie. Il a eu le training camp, il a eu rien. Il a eu tout ce qu'il fallait, pardon. Et ça démarre. Et je suis pas trop fan de ses rotations. Je suis Intégration de Kobe White, c'est très bien. Alors, Kobe White, il a déjà son rôle. Mais Kobe White, gars, il s'intègre là, tu le sors du banc dans beaucoup d'équipes NBA, il est super en fait. Kobe White, c'est un pur joueur. Hein. Mais j'essaie de trouver du positif. Ouais, non, c'est vrai qu'il le fait jouer. Et ça, c'est bien. Mais tu vois, peut-être qu'il devrait poser ses baloches et sur certaines fins de match, par exemple, quand tu commences à avoir un run des Knicks, peut-être que Kobe White, il serait bien sur le terrain, en fait, pour tenir la baballe en attaque et faire en sorte que l'équipe marque un panier. Ouais, désolé. Il n'y a pas encore eu de victoire des Bulls. T'as raison. Peut-être un peu trop discret comme garçon, non? Comment ça se passe? Bah, en fait, ou mal timé, il y a des moments où tu vois Thad Young qui part un peu tête baissée, où il y a Otto Porter qui part aussi. C'est bizarre. Dans l'initiative, je peux comprendre, essayer de jouer un petit peu plus rapide, mais dans l'exécution, c'est pas top. J'ai l'impression que chacun essaie de jouer un peu de son côté. Il n'y a pas eu encore trop de séquences, je trouve, où les Bulls montrent un jeu collectif léché, où il y a une victoire où tu te dis, ok, c'est les Bulls dont on a parlé pendant l'été. Ouais, voilà, ça avance. Il n'y a pas eu le sentiment genre, ok, ça avance. Ça progresse, tu vois. Compliqué pour les Bulls, il va falloir vite se lancer. Ça, ce sont les grosses conclusions hâtives. Maintenant, on va faire quelques boulettes. Évidemment, n'hésitez pas à en balancer déjà dans les commentaires, mais nous, on s'en balance un petit peu 2-3 comme ça à vif. T'en as noté? Ouais, bah j'ai ma classique. Aaron Gordon nous révèle enfin son vrai visage, là, en début de saison. Oh, t'es un salaud. Ça va. Non, ça va pas en début de saison. Ça là. va. Je peux bien croire que ça peut aller mieux, mais là, ça va pas le début de saison. Il rentre pas ses shoots, mais le reste, ça va. Il rentre pas ses shoots, mais le reste, ça va. Il n'y a pas que le shoot dans la vie. Non, d'accord, mais je sais pas, je suis... Attention. Après, je sais qu'il peut faire mieux parce qu'il a déjà fait mieux avant. Faut pas non plus exagérer. Mais là, waouh. C'est comme ça, on... Ouais, bah c'est un peu un problème parce qu'en ce moment, c'est comme ça tout en bas, quoi, tu vois. Il faudrait bien qu'il y ait des vrais... Bah, quand il va y avoir un 28-12 là qui va tomber, il va faire... Voilà, on l'attend. Ouais. On l'attend parce que pour l'instant, c'est plutôt du 7-4, quoi. Est-ce que vous étiez au courant... C'est pas 28-12, c'est 7-4. C'est ça. Il divise tout. Ouais. Est-ce que vous étiez au courant que le meilleur des Hornets s'appelle Devonte Graham et pas Terry Rozier? Le salaire n'est pas non plus le même. Hein. Devonte Graham, nickel. En sortie de banc, tip top. Terry Rozier, le début de saison pour le moment. Terry Rozier, c'est mon candidat MIP là. Qu'est-ce qu'il fout là C'est mon candidat MIP. Qu'est-ce qu'il fout là? Faut se sortir les doigts, mon Terry là. Ah bah là pour le moment, c'est Devonte Graham. Trouver le Scary Terry là. Ouais. Il est un peu Scary Terry là. Ouais. C'est ça le problème. Il n'a pas trop bien pris le surnom. Non, ça c'est vraiment en faire boulette de conclusion hâtive. Terry Rozier, on se réveille, frère. On était là, on a défendu tout l'été en disant donnez-lui une chance, il a à peine signé son contrat qu'on le tacle. Bah là gros, t'es en train de nous filer le fouet et le martinet. Et dans la lignée de ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait des Bucks, Miami sera contender avec Jimmy Butler. Ah bien sûr. Hein, bah déjà, ils ont Justice Winslow MIP, Bam Adebayo All Defensive First Team. Ou MIP. Lui aussi. Tyler Hero, il y a une statue là en Goran Dragic, 6ème homme. C'est ça. Non, le hit ça peut être intéressant. Hein. Spoelstra coach de l'année. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc les Bucks, juste avant, là ils jouent 2 fois Atlanta, là ça va être drôle. Ça va être intéressant. Il faut gagner les deux, Miami.
Ouais, mais Ah, t'es Atlanta, là, sur T'es- le rythme sur lequel ils sont, tu vas pas les faire comme ça. Hein. Non, bien sûr, mais t'es supérieur. Enfin, je veux dire, sur le Normalement. paplard, tu y vas. Normalement. Donc, oui, il faut. Sans Jimmy, il y a Jimmy, il va revenir ou Jimmy Il était papa. Il était Il va papa. pas tarder à revenir quand même. Ah bah, normalement, hein, sinon, il est sacrément dans le biberon. C'est ça, hein. Ouais. Non, normalement, c'est bon, il est devenu papa, donc il va rejoindre le crew. Ils ont fait quoi, Miami? Juste répète-moi. Ils ont gagné les Bucks, mais leur premier match, c'était. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme bêtise, Miami? Ils étaient en déplacement. Ils ont tapé quelqu'un. Ils ont perdu. Là, leur dernier match, ils l'ont perdu Oui. contre Minnesota. Minnesota, ils étaient sur les Ils ont perdu. rotules parce qu'ils ont gagné la veille Et en ils ont back-to-back. battu les Grizzlies chez eux Ils ont battu les Grizzlies. pour démarrer la saison. Ah oui, Jamorant et tout. Ils ont battu les Grizzlies chez eux pour démarrer la saison. Ouais, Ils ont enchaîné par une victoire à Milwaukee, c'est ça. quand même. Victoire à Milwaukee. Tu sais qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui vont pouvoir la mettre à leur tableau, celle-là. Non, c'est pour ça qu'ils On ont. est d'accord. Tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs elle fait mal celle à Minnesota parce qu'ils tiennent jusqu'au bout là. Ouais. Spolstra il est en feu total. Il y a des mèmes dans tous les sens de Spo. Wiggins, T'es tombé sur l'Andrew Wiggins game, c'est ta faute, c'est comme ça malheureusement. Mais oui, non, Miami, il faudra surveiller quand en effet Jimmy Butler sera là parce que contender, là on y va. Top 2 à l'Est, hein, comme on dit. c'est parti. Derrick Rose 2011 est de retour. Yeah. Mais Derrick, il nous fait un début de saison. Là, normalement, si je dis pas de bêtises, après-demain, c'est l'anniversaire des 50 points contre Utah Il dernière. a laminé les Pacers. Il a laminé les Pacers. Au Game 1, il a mis 18 yomp. Ouais. Après, il a perdu son duel contre Trae Young. Ça arrive à des gens bien. Après, il a mis la trentaine sur qui, là? La dernière défaite contre les Sixers, je crois, il a mis la trentaine, Derrick Rose. Ouais. Et ensuite, là, ça gagne avec un layup clutch main gauche sur Miles Turner. Ouais. Non, Derrick, il nous fait un début de saison de grand malade. Dans un match moyen contre les Pacers, mais justement, il a été clutch en fin de match, donc ça, c'est cool. Bien sûr. C'est cool pour les Pistons. Derrick, c'est trop bien. Là, en ce moment, si vous pouvez regarder Derrick Rose, allez-y. Il y a Pablo Griffin. Citez-moi, sans rigoler et faire de recherche, la ligne arrière titulaire des Pistons. Comment ça? Je dis aux gens. Voilà, contre les Pacers, c'était Voilà. c'était Frazier à la main et Luke Kennard à l'arrière, le titulaire. Et oui, Tony tout à Snell fait, en 3. Ouais, tout à fait. Et Markieff Morris, monsieur, je fais 5 fautes en 3 minutes, en 4. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas d'option et que Blake Griffin est blessé, toutes les munitions sont dans les mains d'Andre Drummond et de Derrick Rose. Allez-y. Derrick Rose en ce moment, c'est de la bombe de balle en sortie de main. C'est bien, il est confiant, il se tape des barres, c'est génial. T'en as d'autres petites? Non, c'est bon, je suis bien. Écoute, j'en mets 2-3 parce que tout le monde aime bien avoir sa dose. Hein. On a dit donc RJ Barrett rookie de l'année, ça c'est bon, c'est acté. Ouais, c'est tranquille. Boston, meilleure défense à l'Est, hein, avec Philadelphie. Pas Ça, besoin c'est d'Orford. sûr. Voilà. Who needs Tout à fait. Orford? Orlando regrette déjà le contrat de Vucevic. Hein. Ouais. Avec Aaron Gordon. Ouais, Ça va pas, c'est beaucoup trop surpayé. Et les Cavs vont construire avec Kevin Love et Tristan Thompson. Hein, vu comment ça démarre. Bah, bien sûr. Les mecs sont chauds patates. C'est du double-double à tous les sens. En ce moment, Tristan Thompson, c'est Spencer Haywood. Hein. 20-10 à la pelette. Hein. Et le hook main gauche, il est inarrêtable. 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 Dites-nous ce que vous pensez de ces conclusions hâtives et surtout balancez-en car comme vous le savez, d'ici quelques jours, d'ici un gros mois, on va commencer à se dire c'est plus trop de la conclusion hâtive en fait. Bah, à partir d'un mois de compète, on commence à avoir des bonnes tendances. Peut-être que machin sera All-Star en fait. Ouais, Peut-être que eux c'est des vrais contenders. Ouais. Mais nous on va devoir enchaîner car on a une autre conférence dont on doit s'occuper. Une autre ligue. A tout de suite pour s'occuper de la conférence Ouest. Ciao, ciao. Ciao.